Brève histoire de la psychanalyse, deuxième partie. Ce qui nous intéresse dans cette deuxième partie, c'est la naissance proprement dite de la psychanalyse, son accueil, sa diffusion et sa transmission de la fin du XIXe siècle à celle du XXe siècle. Pour commencer, nous nous intéresserons donc à la progression théorique et clinique de Freud jusqu'à la fondation de la psychanalyse, sur une période qui s'étend de 1880 à 1900. Puis, de 1900 à 1920, le temps de l'essor du mouvement psychanalytique, mais aussi de ses ruptures. Ensuite, de 1920 à 1940, qui correspond à une période de reconstruction et de consolidation du mouvement psychanalytique. Enfin, ce qui a été fait de l'héritage freudien après la mort du père de la psychanalyse. En 1880, Freud obtient son doctorat en médecine. Mais la médecine ne l'intéresse pas. Ce qui le passionne, c'est la recherche scientifique. N'étant pas fortuné, et les postes dans la recherche étant rares, il s'engagera dans une carrière de neurologue qu'il poursuivra pendant une quinzaine d'années. Les frontières entre la neurologie et la psychiatrie sont poreuses. C'est donc tout naturellement que Freud s'intéresse à cette dernière. En tant que neurologue, il reçoit parmi sa clientèle beaucoup d'hystériques, qui à cette époque n'intéressent que peu les médecins. Au contraire, Freud leur porte un grand intérêt. Son ami médecin, Joseph Breuer, lui fait le récit du cas d'Anna O, une jeune patiente souffrant d'hystérie, avec qui il pratiquera des cures d'hypnose qui lui permettront de faire disparaître les symptômes. Freud se rend alors en France, à l'hôpital de la Salpêtrière, où exerce le professeur Charcot, grand spécialiste de l'hypnose. À son retour de Paris, il est convaincu que l'hystérie est une maladie psychique et il veut comprendre quels sont les mécanismes en cause dans cette maladie. C'est donc à partir de l'étude du cas d'Anna O et d'autres cas que Freud coécrira avec Breuer un ouvrage intitulé « Études sur l'hystérie », publié en 1895 et qui est le premier ouvrage fondateur de la psychanalyse. Le deuxième grand texte fondateur sera celui de l'interprétation des rêves, publié en 1900. Mais avant la publication de cet ouvrage, Freud poursuivra ses découvertes théoriques grâce à deux choses. D'abord ses échanges avec Fliess et son auto-analyse. Petit à petit, Freud va par ailleurs se détacher de l'hypnose, pour lui préférer la technique de l'association libre. Le patient s'allonge sur un divan, comme pour une hypnose, il se détend et laisse libre cours à ses pensées. De 1900 jusqu'à 1914, le mouvement psychanalytique va connaître un véritable essor. Si les publications précédemment citées ne rencontrèrent que peu d'intérêt dans la communauté scientifique, Freud était professeur à la faculté de médecine où il pouvait diffuser ses idées. Il avait une importante clientèle et ses premiers disciples apparurent dès 1902. Adler, Rank, Jung, Abraham, Ferenczi, Jones. Notamment grâce aux réunions de la Société de psychologie du mercredi, qui deviendra la Société de psychanalyse de Vienne en 1908, réunion qu'il organise chez lui. Les Américains portent un grand intérêt à la psychanalyse et Freud sera invité à donner des conférences à l'université Clark, dans le Massachusetts, en 1909. Se pose très rapidement la question des institutions et de leur organisation. À l'instar de la Société de psychanalyse de Vienne, vont se créer de 1907 à 1913 d'autres sociétés de psychanalyse dans le monde, en Allemagne, aux États-Unis, en Hongrie et au Royaume-Uni. Jusqu'en 1920, il y a donc un intérêt croissant pour la psychanalyse, une progression des théories, le souci de la formation des analystes et la création d'institutions, et ce, malgré les vives attaques du monde médical, notamment sur les théories de la sexualité. Freud est alors accusé d'affabulation et de pornographie. C'est par ailleurs le temps des ruptures, notamment avec Adler en 1911 qui migre aux États-Unis et crée la psychologie individuelle, Jung en 1913 qui préférait aborder et diffuser les théories freudiennes sous l'angle de la mythologie, mettant ainsi de côté les théories sur la sexualité. Puis, en 1920, c'est le grand tournant, avec la reformulation de deux théories majeures, celle des pulsions et celle des topiques. D'un point de vue économique, le paradoxe entre la diminution des tensions et la recherche d'excitation va donner naissance à une nouvelle théorie des pulsions,
prônant l'équilibre entre Eros, la libido sexuelle, et Thanatos, l'instinct de mort. Du point de vue topique, c'est la nouvelle théorie du ça, du surmoi et du moi. Ces deux reformulations n'annuleront pas les précédentes, mais s'y superposeront. On annonce déjà la mort de la psychanalyse, l'accusant d'irrationalisme, la jugeant capitaliste, ethnocentriste, phallocratique et machiste. Mais la communauté psychanalytique s'organise et crée 3 types de structures: les sociétés nationales de psychanalyse, les centres de soins et des instituts de formation. Par ailleurs, de nombreux travaux sont publiés et des revues sont créées. Enfin, la pratique de l'analyse didactique se généralise et devient une règle fondamentale pour qui désire devenir psychanalyste. Il est donc nécessaire d'avoir soi-même effectué une psychanalyse personnelle. À compter de 1930, Freud est reconnu, estimé et admiré dans le monde entier. Cependant, 2 courants s'affrontent. Le premier insiste sur l'aspect thérapeutique de la psychanalyse et estime que seuls les médecins psychiatres sont habilités à la pratiquer. Le deuxième courant considère qu'il s'agit principalement d'une expérience personnelle et que la psychanalyse relève davantage des sciences humaines, de la culture, et peut donc être pratiquée par des non-médecins. Freud meurt à Londres le 23 septembre 1939. La psychanalyse va alors être profondément bouleversée, autant du point de vue théorique que pratique, créant des controverses et des ruptures au sein du mouvement psychanalytique. Il y eut des tensions entre Mélanie Klein et Anna Freud, qui eurent chacune une approche différente de la psychanalyse de l'enfant. Cette dernière, la psychanalyse de l'enfant, se développera notamment grâce aux travaux de Winnicott, Bowlby et Spitz. 2 courants prennent naissance aussi, le courant des structuralistes avec Hartmann et l'ego-psychologie aux États-Unis et Lacan en France. Le courant des structuralistes avec Fromm et Horney. Si vous souhaitez approfondir cette brève histoire de la psychanalyse, je vous recommande la lecture de 2 ouvrages. Histoire de la psychanalyse de Roger Perron, édité au PUF dans la collection Que sais-je, un ouvrage très concis et très clair sur lequel je me suis beaucoup appuyée pour réaliser ce podcast. Par ailleurs, Histoire de la psychanalyse en France, écrit par Elisabeth Roudinesco, qui se lit comme un roman.